Bonsoir à tous. Tout d'abord, mes excuses pour le petit temps de retard qu'on a pris pour démarrer. Apparemment, c'était un petit peu plus compliqué que prévu pour l'accueil de tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Très, très heureux, très impressionné, très honoré que vous soyez aussi nombreux pour venir partager avec nous les sujets sur lesquels nous travaillons depuis maintenant quelques années. Cette conférence, comme vous le savez, prend place dans le cycle des conférences annuelles qu'on met en place au niveau de la chaire. Et avant de laisser la place aux orateurs, puisque je ne vais être là que pour les quelques minutes de départ, je me suis dit que j'allais reprendre quelques éléments clés de ce qu'on met derrière ce vocable de paix économique, puisque c'est le cadre général sous lequel vient se dérouler cette conférence. Dans l'idée de la paix économique, telle qu'on essaye d'avancer autour du concept, j'ai freiné beaucoup, je freine encore, pour qu'on ne définisse pas trop vite les choses. Vous savez, dans le monde scientifique, l'habitude est assez rapidement de pouvoir définir, de pouvoir donner un modèle, qui a cet intérêt de rendre les choses un petit peu plus simples à comprendre. Dans ce qu'on voulait aborder avec cette notion-là, notre inquiétude était justement dans ce point de fermeture. Là où la science donne assez vite une définition qui permet de cadrer les choses, on avait, nous, envie de pouvoir laisser les portes ouvertes, de laisser venir les dimensions, simplement parce que paix économique, quand je vous le dis, certainement que pour l'instant, sauf si vous êtes venus les années passées, vous vous dites on n'est pas très sûr de ce que c'est. Et donc notre propos, c'était comment on va pouvoir mâcher ça, comment on va pouvoir avancer, comment on va pouvoir construire petit à petit. Ce qui d'ailleurs est un point de vue assez particulier, puisque dans le monde de la science occidentale, on n'est pas trop dans quelque chose qui se mâche et qui se construit, on est plutôt dans une projection qui dit voilà ce qu'on va tenter d'atteindre. Donc avant de laisser la main aux orateurs, j'ai décidé de vous lire quelques petites phrases de ce qu'était ou de ce que n'était pas la paix économique. Ça ne va pas vous donner de définition, mais ça va donner des orientations qui permettront peut-être d'engager la discussion avec nos deux conférenciers de ce soir dans le temps de questions que nous aurons à la fin. La première est assez simple. La paix économique n'est pas une théorie économique, mais partage avec les théories économiques un lieu commun qui est celui de tenter d'éviter les crises sociales et d'améliorer le mieux vivre ensemble. C'est un vrai point de départ pour nous parce que paix économique contient le mot économique. On s'est très vite retrouvé confronté aux spécialistes du champ de l'économie qui sont venus nous titiller. Gardez en tête pour l'instant que notre propos, notre intention, c'est comment on peut repenser ensemble la façon de faire des affaires, comment on repense l'inscription de l'entreprise et du monde du travail dans la société actuelle. La paix économique n'est pas un but posé et un but défini, elle est une utopie, mais une utopie du présent, un monde d'impossible à construire ensemble, chemin faisant. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout pour les personnes qui sont dans la salle et qui sont chercheurs. Construire quelque chose chemin faisant sans avoir posé de définition, sans avoir de modèle, c'est pas très simple. Notre point à cet endroit-là, c'est comment on fait pour avancer dans une entreprise dans laquelle il va y avoir des dimensions, si je parle de champs disciplinaires académiques qui vont de la psychologie à la sociologie, à l'économie, à la finance, au marketing. Comment fait-on si on commence à se caler sur des définitions qui vont devoir, à un moment donné, s'inscrire dans un champ? Notre idée, ou mon idée dans cette deuxième phrase, c'est de dire, tentons de garder de la complexité, évitons de réduire trop vite, évitons de simplifier trop vite, et en faisant ce chemin ensemble, on va voir comment on arrive à construire des choses, et je pourrais dire des choses qui vont tenir, des choses qui vont s'ajuster et qui vont venir coller au réel. La paix économique n'est pas un dogme, mais propose l'accueil de la pluralité des points de vue et des solutions concrètes. C'est ce que je viens de vous dire, j'avais dû garder la phrase en tête avant de la lire. L'idée, c'est bien celle-ci, non pas une vision dogmatique, mais une vision qui va permettre de garder la complexité de la vie et surtout de venir coller au présent. Notre propos, même si on est dans une équipe de recherche, c'est bien de voir comment on va coller à la question que les entreprises nous posent et comment, collant à cette question, on va trouver des solutions pour venir permettre aux personnes ou aux groupes de s'ajuster aux situations qui sont vécues. La paix économique nous fait cesser ou nous aide à cesser de craindre nos semblables, à leur faire confiance pour bâtir une coopération solide. Pour ceux ou celles qui étaient là dans les conférences passées, j'avais dû utiliser une phrase que j'utilise souvent, qui est une phrase tronquée d'une idée de Hobbes qui dit « l'homme est un loup pour l'homme ».
Cette phrase que je viens de vous lire, la paix économique nous aide à cesser de craindre nos semblables, semble dire l'opposé. Il se trouve que dans la réalité des choses, Hobbes ne disait pas l'homme est à nous pour l'homme, Hobbes disait l'homme est à nous pour l'homme quand il est en situation de danger. Et le commerce est un moyen de pouvoir m'approcher de cet homme qui me fait un petit peu moins peur parce qu'il est là pour échanger avec moi quelque chose de différent. Donc il ouvre des portes. Si on prenait du temps à parler de la dimension individuelle de ce qu'on met dans paix économique, il y a bien cette intention de pouvoir m'approcher un petit peu plus, il y a bien cette intention de venir au contact de l'autre d'un point de vue émotionnel, il y a bien l'intention de lui faire confiance, et parce que je lui fais de confiance, de créer de nouveaux liens qui vont me permettre de résoudre différemment les choses. Ne pas partir sur un a priori qui est un a priori de conflit, de combat, de compétition ou d'opposition, mais partir sur un a priori qui est que notre succès s'est fait, notre succès d'humain s'est fait parce que nous sommes d'abord capables de coopérer. La dernière, enfin, la paix économique rejette le mépris et requiert pour cela des leaders forts, capables de discerner les enjeux réels de notre monde et de promouvoir une concurrence saine et présente en son sens, une concurrence saine, dans son sens initial étymologique, de courir avec, être côte à côte, avancer ensemble. Il y a 2 points clés pour moi dans cette dernière petite phrase. La première, c'est cette capacité qu'on va avoir à avancer, à partager et à passer d'abord sur un mode coopératif. Et la deuxième notion, c'est cette notion d'un leader fort. Peut-être que ça vient vous choquer, tant mieux, ça provoquera certainement des questions tout à l'heure. Notre point de vue est vraiment de pouvoir se dire si nous voulons pouvoir promouvoir des actes coopératifs, si nous voulons pouvoir promouvoir de la bienveillance, de la gratitude, il va y avoir besoin d'avoir des managers, d'avoir des leaders qui vont être suffisamment puissants, suffisamment conscients pour dégager les espaces de liberté, pour dégager les espaces de sécurité dans lesquels ces actes bienveillants et coopérants vont pouvoir se mettre en place pour une raison simple et majeure, c'est que notre cerveau est d'abord câblé pour pouvoir faire face à l'urgence et au danger, et que si la situation de protection n'est pas en place, notre spontanéité peut aller de s'opposer plutôt que de nourrir et de faire face à une relation qui soit plus équitable et bienveillante. Ah, c'est là-bas, merci. On a eu, en travaillant dans les premiers mois sur cette notion de paix économique, une idée qui était la suivante, qui était de se dire, quand les premiers humains sont rassemblés, leur intention de base était bien mettre en commun leurs forces, coopérer pour pouvoir faire face efficacement au monde environnant. On est parti d'une base de coopération et sans qu'on sache exactement quand et pourquoi, mais en tout cas on voit bien que dans les 150 dernières années ça s'est passé, il y a eu comme une inversion. Si l'entreprise du passé était bien au cœur de la cité, était bien inscrite dans la cité, était bien au service du bien commun, dans les 150 dernières années, c'est comme si les choses s'étaient tournées comme un avion qui passerait sur le dos, et c'est aujourd'hui la cité qui est passée au service de l'entreprise. Généralement, je donne 2 exemples pour évoquer ce point-là. La cité est passée au service de l'entreprise. Le premier exemple, je vais le prendre chez nos ministres, c'est bien parce qu'on est sur une bonne journée pour ça. Ministre, l'étymologie de ministre, c'est ministère, celui qui est au service, le serviteur du magistère. Et pourtant, on se retrouve dans des sociétés où les ministres ou les présidents, d'ailleurs, deviennent bien des représentants de commerce d'un certain nombre d'entreprises. Où se fait la bascule? Où est-ce que le grand serviteur continue d'être au service? Où est-ce qu'il devient un promoteur d'une dimension privée? C'est un peu compliqué. Le deuxième exemple que je prends habituellement pour citer cette bascule, vous allez le comprendre, il est plus directement lié avec les murs dans lesquels on est aujourd'hui, c'est la difficulté de l'école de parler d'autre chose que de l'employabilité. Ce midi, je déjeunais avec Bernard Perret, qui fera une présentation tout à l'heure, et je lui donnais un exemple que j'ai vécu il y a déjà bien longtemps, c'était quand mon fils aîné était à l'école maternelle, et à la rentrée à cette école maternelle, une maman était présente et était très en colère contre la directrice d'école maternelle qui était là. Et en écoutant un petit peu quel était l'échange, je me suis rendu compte que la maman, très sincère dans sa colère, était en colère en disant à la directrice « Vous ne vous rendez pas compte, si vous lui aviez fait sauter la classe de moyenne section, elle aurait gagné une année. » Quand le système éducatif commence à penser l'éducation en dehors de l'acquisition de connaissances, du développement de l'enfant,
de l'acquisition, de partage, de la mise en commun, de l'apprentissage de la citoyenneté et du développement de l'employabilité, s'il ne focalise que sur un de ces éléments, aujourd'hui principalement sur l'employabilité, on voit bien qu'on a là aussi un système qui s'inverse. L'entreprise a provoqué ce cheminement-là et les partenaires qui travaillent avec nous, les 12 entreprises qui nous ont rejoints au fur et à mesure des années, je suis allé trop vite, les voilà. On construit avec nous au tout début de cette chaire une vision dans le document stratégique de la chaire. Je vous donne cette vision et j'en terminerai là. La vision de cette chaire est de dire que nous croyons dans le fait que le but d'une entreprise est de s'inscrire au cœur de la cité, de contribuer au renforcement du tissu social et par là de contribuer au bien commun. Ça, c'est le but que nous avons donné dans ce lieu de recherche à l'entreprise. Et pour atteindre ce but, elle va avoir un ensemble d'objectifs, des objectifs de santé, des objectifs de bien-être et des objectifs de pérennité financière, donc de profitabilité, bien entendu. Ça sera ça mon dernier point. Profitabilité pourrait vous faire dire, on voit bien finalement que vous retombez au même endroit, vous voulez que l'entreprise soit uniquement profitable. Pas tout à fait, si je la mets en objectif et pas dans son but. Pas tout à fait, parce que si je vous disais, êtes-vous d'accord avec moi que le corps médical a comme objet de contribuer à la vie de la cité en apportant la santé, il y a de fortes chances que vous me diriez oui. On voit bien la contribution d'un corps constitué à partager quelque chose avec la cité pour qu'elle fonctionne mieux. Que le corps juridique va contribuer à la vie de la cité en apportant la sécurité, là aussi il y a de fortes chances que j'aurai très peu de controverses. Bien finalement, ce qu'on dit nous, c'est que le corps économique a aussi ce rôle-là, contribuer à la cité. Simplement, il n'amène pas la santé, il n'amène pas la sécurité. Il amène, lui, la dimension financière, la dimension économique, les biens et les services qui vont permettre à cette cité de fonctionner correctement. La conférence de ce soir va démarrer avec Bernard Perret, que je vais inviter à me rejoindre, en tout cas à me rejoindre à cet endroit-là. Bernard Perret, que je suis heureux d'accueillir, est un ingénieur socio-économiste et essayiste, diplômé de l'école polytechnique, vous me dites si je dis des bêtises, et de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. Après une carrière administrative commencée à l'INSEE et poursuivie dans plusieurs ministères, il est actuellement membre honoraire du Conseil général de l'environnement et du développement durable, placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, et il est également enseignant à l'Institut catholique de Paris. Monsieur Perret est l'auteur d'un très grand nombre d'articles et d'une dizaine d'ouvrages, dont le plus récent s'intitule « Au-delà du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation ». Merci à vous de l'accueillir et je vais laisser Monsieur Perret faire sa présentation. Merci beaucoup. Merci Dominique. Alors voilà le plan de mon intervention, dont le sens général sera de repositionner la question de la coopération et du sens du travail dans une perspective plus large d'analyse des socio-économiques, disons, des conséquences en lien avec la question du développement durable. Donc, je commencerai par des considérations un peu générales sur le développement durable et cette conséquence du développement durable qu'est l'importance croissante prise par un certain nombre de biens communs. Ensuite, j'aborderai l'émergence de nouvelles formes d'hybridation de la logique marchande en lien avec ce contexte, et j'atterrirai sur la question du travail, sur la question de la coopération et du sens du travail. Alors, je commence par un lieu commun, le choc de la finitude. L'humanité est devenue une communauté de fait. Alors, l'actualité me sert, puisqu'elle est généreuse en anecdotes et en événements qui marque cette avancée, cet accroissement des interdépendances. Un premier signe qui est tout à fait spectaculaire, c'est l'intervention de chefs d'État étrangers dans la campagne électorale française. Et puis avant, on avait eu cet événement mondial qui a été l'élection américaine, qui a été vécu comme un événement
intimement marquant par sans doute des centaines de millions de personnes dans le monde. Et puis, pas plus tard que ces derniers jours, on a cette cyberattaque informatique qui est une métaphore tout à fait extraordinaire de la globalisation des risques et que nous vivons aujourd'hui au rythme de menaces qui, pour une bonne part d'entre elles, sont des menaces globales qui unifient la planète à un rythme tout à fait impressionnant quand on prend un peu de recul. Maintenant, si on regarde l'aspect écologique de la chose, on voit très clairement, et là aussi c'est un peu des lieux communs, que notre survie collective va dépendre de notre capacité à gérer un certain nombre de ressources et de biens et de les gérer de manière coopérative. Alors, le principal exemple, bien sûr, c'est le climat, le changement climatique, mais il y a également l'océan, la biodiversité. Et puis derrière tout ça, il y a un autre bien commun qui émerge, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas toutes ces questions sans considérer la connaissance, l'intelligence comme un bien commun. Donc on a cette notion de bien commun mondial qui est tout à fait évidente. Et dans un instant, je vous montrerai que très concrètement aujourd'hui, dans l'activité économique, on est confronté de manière beaucoup plus large et beaucoup plus diffuse à ce qu'on pourrait appeler une réémergence de la question des communs. Donc pour poursuivre un instant sur le changement climatique, bon voilà un graphique que vous connaissez tous, qui est juste là pour faire une piqûre de rappel, parce que je crois que cette question du changement climatique, elle est tellement dérangeante et on a tellement tendance à la faire passer au second plan que je ne peux pas m'empêcher, chaque fois que je fais une conférence, de faire une petite piqûre de rappel pour dire attention, il y a cette question qui est en toile de fond de toutes nos problématiques, et si on l'oublie, elle se rappellera très vite à nous. Et tout ça n'est pas superflu quand on voit à quel point cette question a pu passer au second plan dans la récente campagne électorale. Alors, ce qui m'intéresse plus directement ici, c'est de souligner à quel point cette question du changement climatique pose de manière très, très brutale une question de gouvernance mondiale. En effet, il sera extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face à ce problème, c'est-à-dire de limiter les émissions mondiales de gaz à effet de serre sans un dispositif mondial de gouvernance climatique et énergétique au pouvoir étendu. Et d'ores et déjà, quand on lit l'accord de Paris sur le climat, on voit qu'il est assorti d'un certain nombre de mécanismes de contrôle. Quand Donald Trump a fait au cours de sa campagne électorale une déclaration disant l'accord de Paris, ça signifie que des technocrates internationaux vont venir contrôler la manière dont nous consommons notre énergie, il n'en est pas question. Bien sûr, il a tort sur le « il n'est pas question », mais il a parfaitement raison de dire que l'accord de Paris, ça veut bel et bien dire que, en filigrane, on entre dans une dynamique qui est une dynamique de contrôle mutuel sur la manière dont nous allons contrôler, nous développer, consommer l'énergie, sur les processus industriels, sur les modes de vie, etc. Et à terme, ça veut dire que le budget carbone de l'humanité devra être considéré comme une ressource commune qu'il faudra se partager équitablement. Et je pense que ce fait est tellement difficile à avaler, en quelque sorte, qu'il explique en grande partie pourquoi on a des climato-sceptiques, c'est-à-dire des gens qui trouvent beaucoup plus simple de croire autre chose que de faire face à cette réalité.
Alors, j'ai développé ce point parce que c'est une illustration particulièrement frappante de ce que ça peut vouloir dire que l'émergence d'un bien commun qui va prendre énormément de place et qui va nous demander de nous organiser pour le prendre en charge et pour le gérer de manière efficace et équitable. Maintenant, je vais donc généraliser un peu mon propos et pour aller vers cette idée que donc la qualité de la vie, notre développement, l'avenir de la civilisation va dépendre de plus en plus de biens communs. Alors pour commencer, je vais faire une typologie, une dichotomie très, très sommaire entre marchandises et biens communs. C'est-à-dire qu'on peut appeler marchandises des biens appropriables, c'est-à-dire que l'on peut s'approprier sur une base individuelle, des biens substituables et échangeables. Et puis j'aurais pu ajouter d'usage mutuellement exclusif, c'est-à-dire que quand j'utilise une marchandise, j'interdis à quelqu'un d'autre de s'en servir. Par opposition, on peut appeler biens communs des biens dont la valeur ne peut être fixée par le marché et dont la production et la jouissance nécessitent des formes élargies de coopération sociale. Alors, on peut raffiner parce qu'en fait, il y a des tas de sous-catégories. Les économistes parlent de biens publics, de biens non rivaux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, etc. Donc là, j'ai conscience de simplifier beaucoup, mais ça suffira pour ma démonstration. Et j'affirme quelque chose que je n'aurai pas le temps de démontrer, mais je fais confiance à votre intuition et pour admettre la plausibilité de cette affirmation, c'est que la croissance du PIB, la croissance de l'économie marchande, exige que la demande sociale se porte principalement sur les marchandises. Alors venons-en un instant à la croissance. Alors ça, c'est un graphique que tout le monde doit plus ou moins avoir en tête. C'est l'évolution de la croissance économique, des taux de croissance économique depuis la Seconde Guerre mondiale et qui montre donc décennie après décennie une tendance au déclin progressif. Et comme je le montrerai dans un instant, c'est une tendance qui n'est pas propre à la France, parce qu'évidemment, la première tendance quand on voit ça, c'est de dire « ah bah oui, notre pauvre pays qui a été aussi mal géré, avec toutes ces lourdeurs, avec toutes ces erreurs de politique économique, avec l'euro fort, etc. etc. Mais tout ça pourrait être complètement différent. Et d'ailleurs, vous allez voir ce que vous allez voir, la croissance va redémarrer. Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau mondial, je m'excuse, ce graphique n'est pas du tout lisible, mais on voit bien le sens général. On a la France, le monde, l'Europe, les États-Unis, et on voit que, évidemment, la courbe de la croissance mondiale, elle est quand même au-dessus, parce qu'il y a la Chine, il y a les pays émergents, etc. Mais si on regarde l'Europe et les États-Unis, on voit que finalement, on n'est pas si loin que ça de la France, et on est quand même sur la même tendance au déclin. Et d'ailleurs, même s'il est de bon ton en France de dire « regardez les États-Unis, ils ont toujours eu une croissance, ils ont sur la période récente une croissance beaucoup plus forte que nous », n'empêche que les économistes américains s'interrogent aussi sur le cycle de croissance faible, sur ces explications structurelles, etc. Donc ça veut dire que le phénomène de déclin tendanciel de la croissance est bel et bien perçu. Alors je vais donc vous faire part exposer, formuler, disons, une hypothèse de recherche que je pourrais bien sûr, à laquelle je pourrais consacrer 1 heure de conférence, mais je vais simplement vous la présenter comme la toile de fond un peu de ma présentation. Cette hypothèse, donc, c'est d'abord que le ralentissement de la croissance économique reflète
un épuisement du processus de transformation des besoins en marchandises, c'est-à-dire ce fait qui est que les besoins sociaux trouvent des réponses principalement à travers la production de biens matériels qui peuvent être produits avec une productivité croissante et donc peuvent générer des profits et donc peuvent générer de nouveaux investissements, de l'emploi, etc., de l'enrichissement, eh bien, ce processus est en train de se gripper parce que, et une des raisons, à mon avis, essentielles, c'est que les biens qui tendent à prendre davantage d'importance sont des biens communs. Et la deuxième partie de cette hypothèse, c'est que le potentiel de développement des pays riches se trouve dans des formes d'hybridation entre la logique marchande et d'autres logiques sociales. Et je vais simplement, à défaut de pouvoir démontrer complètement cette affirmation, je vais me contenter de l'illustrer à travers un certain nombre d'exemples. Alors tout d'abord, voici 3 illustrations des mécanismes de déport de la demande sociale vers ce que j'appelle des non-marchandises ou des biens communs. Le premier, c'est l'importance croissante prise par les services collectifs ou les services relationnels ou communicationnels. Et on peut prendre simplement l'exemple de la santé ou encore des soins aux personnes âgées et aussi l'exemple de la sécurité, c'est-à-dire toutes ces dépenses qu'on est obligé de consentir, tous ces emplois qu'on est obligé de créer simplement pour se soigner, pour mieux prendre soin des personnes âgées, pour améliorer la qualité de la vie dans un certain nombre d'établissements, y compris dans les prisons d'ailleurs, et puis également les dépenses de sécurité, tous ces postes de vigiles, de policiers, de militaires, etc., etc. Or, il est évident que la croissance économique ne peut pas se nourrir avec ce type de service. Le deuxième exemple, qui est beaucoup moins évident et plus contre-intuitif, c'est l'impact d'Internet et des nouvelles technologies de l'information avec le développement des échanges gratuits. Alors là, je peux prendre l'exemple d'une de mes dernières missions au ministère de l'écologie, une mission sur le recyclage du papier et sur l'obligation faite aux entreprises de presse de participer au recyclage du papier. Et à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de patrons des syndicats de la presse. Et en gros, le constat, c'est Internet, c'est 5% de moins d'exemplaires pour tous les journaux. Et ça, c'est assez évident. Et deuxièmement, jusqu'ici, échec de toutes les tentatives pour récupérer le même chiffre d'affaires sur Internet. C'est-à-dire que Internet, le passage à une information numérisée se traduit par une démarchandisation nette, c'est-à-dire que le média Internet favorise en fait la démarchandisation de l'information, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, y compris vous et moi, qui ont directement intérêt, pour tout un ensemble de raisons, y compris parce qu'on aime bien faire connaître ses idées, à être des producteurs gratuits d'informations et à mettre gratuitement de l'information sur Internet. Et donc, Internet favorise cette démarchandisation. Et puis, il y a tout le phénomène des logiciels libres, tout le phénomène des Creative Commons, comme disent les Anglais, comme les Anglo-Américains, c'est-à-dire le fait d'avoir des activités de création qui vont dans le sens de la création de communs, qui sont des biens directement partagés. Et tout ça, bien sûr, a un impact négatif sur la croissance marchande. On pourrait prendre l'exemple de l'industrie musicale également, qui perd du chiffre d'affaires. Et puis le troisième exemple, c'est tout l'argent qui est dépensé, tous les moyens qui sont dépensés, simplement pour mieux prendre en compte les externalités environnementales, pour organiser les activités de tri et de recyclage,
pour rendre les entreprises plus propres. Et puis, on pourrait citer aussi, toujours dans ces facteurs écologiques de ralentissement de la croissance, le fait que le sol devient une ressource rare, que l'on est obligé de dépenser, d'utiliser avec beaucoup plus de parcimonie. Et là aussi, ça entraîne des coûts, y compris des coûts politiques, administratifs. On pourrait développer longuement l'exemple de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui va peut-être se faire, mais qui, de toute façon, illustre bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui à créer de nouvelles infrastructures qui consomment de l'espace, qui consomment de la nature, etc. Et tout ça, en fin de compte, ça illustre le fait que ce qui tente à prendre davantage d'importance dans la vie des gens et comme élément clé de la qualité de la vie et du développement social, eh bien, ce sont davantage des biens qui ont le caractère de biens communs. Alors, pour généraliser encore le propos, je vais juste indiquer que tout ça s'inscrit donc dans un concept que j'appelle la démarchandisation et qui est tout simplement l'inverse du processus de marchandisation, monétarisation, financiarisation qui a dominé l'évolution économique depuis des siècles, et en tout cas depuis des décennies, avec l'extension et la libéralisation des marchés, la mondialisation, la monétarisation de la vie sociale, le déclin de la gratuité, et puis la financiarisation. Donc, si on appelle globalement marchandisation tout cet ensemble de processus qui a été intimement lié à la croissance économique depuis quelques décennies, depuis des siècles, en fait, eh bien, on voit poindre des tendances qui vont dans le sens inverse, des tendances à la démonétarisation, à la gratuité, à la mutualisation. Je viens d'en parler avec Internet. Avec l'importance croissante du non monétarisable, donc l'environnement, la sécurité, etc. Avec également des tendances à la relocalisation des échanges, c'est-à-dire que le mouvement de mondialisation et d'extension et de décloisonnement des marchés semble connaître un certain reflux, avec notamment une croissance du commerce, des exportations mondiales qui est plus faible que le rythme de la croissance mondiale. Dans un tout autre registre, on voit se développer les évaluations non monétaires, avec tout le mouvement autour des indicateurs de bien-être, des tentatives pour mesurer de manière non économique l'évolution de la qualité de la vie et du niveau de vie. Et puis on a également dans les entreprises tout le phénomène des indicateurs extra-financiers avec la responsabilité sociale, environnementale, etc. Et je pourrais encore citer plein d'autres choses. Et enfin, et c'est là-dessus que je vais venir, on voit émerger de nouvelles combinaisons de concurrence et de coopération, notamment sous la forme de ce que j'appelle les modèles d'affaires et organisations hybrides. Alors, ce que j'entends par là, ce sont des activités marchandes qui mobilisent des ressources sociales et qui produisent des biens communs, et dont l'efficacité repose sur des formes étendues de coopération et de coproduction, et enfin, dont les résultats sont évalués à l'aune de critères non exclusivement marchands. Voilà donc 3 critères que je propose pour définir ces modèles d'affaires et organisations hybrides, et je donne 3 domaines dans lesquels on peut observer ce phénomène. Le plus ancien et le plus classique, si on peut dire, c'est l'économie sociale et solidaire, qui représente quand même, je le rappelle, selon certaines estimations, peut-être un peu optimistes, 10% de l'emploi en France. Alors l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises ou des associations qui vendent des biens marchands, mais qui en même temps mobilisent des ressources sociales gratuites sous forme de réseaux sociaux, de bénévoles, etc., et qui ont dans leur statut l'obligation de contribuer à certaines formes d'utilité sociale, notamment à travers l'insertion économique des personnes en difficulté, etc. Alors l'économie circulaire, c'est
toutes les pratiques qui se développent au sein même du monde productif autour de la gestion des ressources rares à travers le recyclage, le réemploi, l'éco-conception, ce qu'on appelle la symbiose industrielle, c'est-à-dire la mutualisation de ressources physiques ou la recherche de complémentarité entre plusieurs entreprises industrielles sur un même site. Et ce qui fait que je rattache l'économie circulaire à cette idée de modèle d'affaires hybride, eh bien, c'est que l'économie circulaire s'accompagne de nouvelles formes de partenariat et de nouvelles formes de relations non marchandes entre les entreprises, notamment parce que les entreprises sont obligées d'un même secteur, sont obligées de coopérer pour mettre en place des processus de recyclage, sont obligées de s'entendre, y compris à travers la réglementation, sur le prix de reprise des matériaux usagés, par exemple le verre, le papier, le carton, etc. Il y a des prix administrés pour les produits qui seront ensuite recyclés. Donc on a tout un ensemble de processus à la fois administratifs et coopératifs qui se mettent en place autour de la ressource physique, à cause du fait qu'un certain nombre de ressources comme les métaux, comme le bois, etc., vont devenir des ressources rares et que les entreprises sont confrontées à la nécessité de s'entendre pour gérer plus rationnellement ces ressources. L'économie de la fonctionnalité, c'est l'exemple le plus connu, c'est les systèmes d'autopartage, de vélo-partage, etc. Mais on a aussi des exemples dans le business to business. Par exemple, l'entreprise Xerox qui a développé un business de vente de services de photocopie et de reproduction à la page, donc des systèmes qui sont installés au sein même des entreprises et gérés par l'entreprise. Il y a aussi l'exemple de la gestion des flottes de pneus par Michelin, et puis un certain nombre d'autres exemples. Alors, ce qui caractérise cette économie de la fonctionnalité, de mon point de vue, c'est qu'elle nécessite une symbiose entre les prestataires et les clients, et que on est passé de la production d'un service, on est passé de la vente d'un bien matériel à la vente d'un service, et au-delà même de la vente du service, on est maintenant à l'idée de la fourniture d'une solution globale à un problème. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui s'éloigne de plus en plus de la relation typique vendeur-consommateur sur un marché. On est donc dans une relation qui tente à devenir symbiotique et qui intègre, par exemple, des activités de formation des clients, dans le cas, par exemple, de Michelin, qui forme les conducteurs de poids lourds pour qu'ils usent moins vite les pneus, etc., etc. Désolé Bernard, il nous reste 5 minutes. Oui, j'accélère. J'accélère. Et puis j'aurais pu parler de l'économie collaborative, mais j'aurais pu faire le même genre de remarques avec Wikipédia, etc. Alors, tout ça se caractérise par le fait qu'on a une logique de dématérialisation et de primat de l'usage sur la propriété. Il s'agit de produire plus de services et d'utilités en minimisant les flux de matière et d'énergie, de privilégier l'usage sur l'accès à la propriété et de prendre en considération l'utilité et la rareté par-delà la valeur marchande. Et puis, ça ne marche plus. Ah, voilà. Bon.
Tout ça, comme je l'ai dit, s'accompagne aussi de tout un mouvement social autour des nouveaux indicateurs de richesse. Il y a eu la commission Stiglitz, il y a eu la loi Eva-Sas du 13 avril 2015 sur le développement des nouveaux indicateurs qui doivent être produits au moment du vote du budget, etc. La performance extra-financière, puis j'aurais pu parler aussi des monnaies locales qui sont une autre façon d'élargir la conception de la richesse. Alors j'en viens maintenant, parce que c'est là que je voulais en venir, sur les conséquences pour le travail. D'abord, du point de vue du sens, il me semble que l'un des avantages induits par la prégnance de la question du développement durable, c'est que si on se préoccupe davantage du développement durable, cela va exiger de se recentrer sur des enjeux vitaux, se chauffer, se nourrir, se déplacer, respecter la nature, etc. Toutes ces choses vont devenir très structurantes pour l'organisation des activités économiques et donc, à mon avis, porteuses de sens pour le travail. L'économie va être soumise à l'injonction de répondre aux vrais besoins en économisant les ressources rares, et donc c'est une chance pour redonner du sens au travail comme participation à une œuvre utile à la société. Deuxièmement, du point de vue des compétences, toutes ces problématiques liées au développement durable se traduisent par un besoin accru de compétences techniques diversifiées et partagées, c'est-à-dire qu'il va falloir, dans tous les domaines, avoir des connaissances en énergie, en écologie, mais également sur les logiques d'usage, sur le comportement des usagers, sur la manière de satisfaire les besoins, etc. Donc je crois que le développement durable, c'est un fantastique facteur de décloisonnement des approches et des connaissances, et oui, qui va aussi obliger à développer ce que j'appelle l'intelligence économique ou systémique, c'est-à-dire la culture de la complexité, la connaissance du paradigme biologique, des interdépendances, de la symbiose, et puis aussi de cette notion de résilience qui devient extrêmement importante dans tout ce domaine, avec davantage de transversalité et de polyvalence. Et puis enfin, du point de vue du contenu relationnel du travail, il va falloir de plus en plus se mettre en position d'apporter des solutions à un problème des gens, un problème des clients, plutôt que de chercher à vendre un produit, d'où des logiques de coproduction et de partenariat, et donc plus de coopération à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et pour finir, en guise de chute, je termine sur cette interrogation. Est-ce que tout cela ne doit pas se traduire aussi par une réflexion sur les modes de gouvernance de l'entreprise, avec donc un mouvement de financiarisation qui est souvent considéré comme source d'irresponsabilité et de court-termisme, mais qui, en sens inverse, peut aussi être un vecteur de responsabilisation des citoyens à travers l'épargne socialement responsable. Et aux États-Unis, par exemple, il est tout à fait possible que le sujet climatique prenne de l'importance et devienne une vraie préoccupation à travers des actions qui seront enclenchées par des actionnaire. Donc il y a toute la question de savoir si la RSE et l'épargne socialement responsable peut être un facteur de transformation des entreprises à la hauteur des enjeux du développement durable. Et on a ces projets qui émergent, qui en quelque sorte suggèrent d'aller plus loin dans la réflexion sur la gouvernance de l'entreprise en allant vers une constitutionnalisation de l'entreprise, c'est-à-dire l'obligation pour les entreprises, en quelque sorte, d'avoir dans leur statut un certain nombre de missions dont elles soient comptables, en quelque sorte, au même titre que de leurs résultats financiers. Merci. Merci beaucoup, Bernard. J'ai oublié de préciser ça dans le stress de mon démarrage tout à l'heure. Si vous le voulez bien, les questions arriveront une fois que les deux présentations auront eu lieu.
Si vous vous souvenez, dans ma présentation de 5 minutes, j'ai terminé en disant que la vision qu'on avait de l'entreprise, c'était de dire comment va-t-elle, dans son but, contribuer au bien commun. L'idée de la présentation de Bernard, c'était de voir où étaient ces biens communs et comment, à partir de cette perception-là, on pouvait peut-être aller vers une croissance qui soit au moins autant qualitative que quantitative. Je vais inviter maintenant Ilios Kotsou à venir faire sa présentation pour qu'il essaye d'aborder avec vous la façon dont la pleine conscience, qu'on a pris comme axe central dans notre chaire de recherche, comment cette pleine conscience va permettre, en venant faire évoluer la lucidité à l'intérieur de l'entreprise, de venir coller à cette nécessité de répondre, comme le disait Bernard, plutôt aux besoins qu'aux désirs des clients, à travers une pratique qui va mettre en œuvre des dimensions relationnelles et des dimensions personnelles plus intenses. Je vous remercie d'accueillir Ilios. Ilios Kotsou est docteur en psychologie de l'Université libre de Bruxelles. Ses termes de prédilection en tant que chercheur sont centrés sur l'humain et, au sens le plus large, sur le développement des compétences émotionnelles, de la pleine conscience, mais aussi de la bienveillance ou de la compassion. Par ailleurs, Ilios a été pendant plus de 15 ans expert et formateur dans des dimensions de conseil en management pour les entreprises. Son dernier livre est donc Éloge de la lucidité, qui a été publié en 2014, et c'est ce livre qui va lui servir de point d'accroche, certainement parmi d'autres, pour venir aborder à quel point cette dimension de pleine conscience va nous permettre de rejoindre les biens communs évoqués juste avant par Bernard. Merci à vous. Merci Ilios. Bernard nous dit que notre survie en tant que société dépend peut-être de notre manière de collaborer pour prendre soin de ces biens communs. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec la pleine conscience? Qu'est-ce que ça a à voir, en fait, avec vous, qui êtes assis là, avec moi? Quel est ce lien entre l'expérience personnelle d'un individu, d'un chef d'entreprise, d'un père de famille, d'une mère de famille, d'un ami, et cette question du bien commun? Et ce que je vais essayer, c'est peut-être d'aller explorer avec vous cette question du lien entre notre expérience personnelle et de cette question du bien commun. Et peut-être la première chose, j'ai noté Bernard disait, par rapport au changement climatique, sans gouvernance mondiale, on n'arriverait à rien. Mais alors, mon talk ne sert à rien, parce que ce n'est pas moi qui vais créer la gouvernance mondiale. Et donc, il y a quand même cette question qui est là, entre une vision qui serait celle de la superstructure qu'il faudrait changer absolument, et la vision de l'individu. Et je crois qu'il n'y a pas d'opposition, bien sûr, entre les deux. Et quand on parle de changement sociétal, la première bonne nouvelle, je crois, c'est que la société, c'est vous et moi. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais sinon, ça ne servira à rien. C'est que la société... Quand j'étais plus jeune, je trouvais toujours que c'était le système qui nous en voulait, vous voyez. Donc le système était dehors, là-bas quelque part, pas tout à fait identifiable, jusqu'au jour où quelqu'un d'un peu plus sage et âgé que moi m'a regardé un jour et m'a dit « Ilios, mais le système, c'est toi. La société, c'est toi. » Et ça m'a fait un choc, parce que je me suis rendu compte que j'étais un 7 milliardième de la société. C'est tout petit, c'est presque rien, mais je l'étais quand même. Et donc j'étais, si on parle en termes systémiques, c'est le seul point du système sur lequel je peux vraiment faire quelque chose. Et dans la théorie des systèmes, lorsqu'on touche à un élément d'un système complexe, et nous sommes dans un système complexe, on touche l'ensemble de la structure. Alors bien sûr que ce n'est pas magique, mais on touche quand même la structure. Et le deuxième élément, c'est que non seulement c'est un endroit où on peut toucher, mais c'est le seul endroit peut-être où on a réellement un pouvoir d'action et de changement, alors que les autres, le changement climatique global, la gouvernance mondiale, certains d'entre vous ont peut-être plus d'influence que moi, mais moi personnellement, je ne vois pas vraiment l'effet que je peux avoir dessus directement. Et donc c'était un point important pour moi, c'est de voir cet élément-là. Alors l'idée, c'est de voir donc si je fais partie de cette société-là, et que mes comportements ont du sens à un certain point, même s'il est tout petit, qu'est-ce qui motive mes comportements? Et il y a de nombreuses théories sur les motivations de nos comportements, et on peut retrouver 3 grands systèmes motivationnels. Et le premier grand système motivationnel qui va prédire en partie notre réponse à l'environnement, c'est le système de la peur. On a été construit avec un système utile pour la survie, qui fait que lorsque l'environnement a été pendant longtemps menaçant, et il est toujours perçu comme étant menaçant dans le monde économique, qu'est-ce qu'on va faire? La peur va réduire le champ attentionnel, donc on va se fermer, réduire notre champ attentionnel, et on va avoir comme tendance à plutôt répondre par des formes d'agressivité, par des formes parfois de fuite, mais plutôt par l'agressivité quand on peut le faire. Et donc ce système motivationnel-là a certainement été important, donc il ne faut pas le mettre de côté pour notre survie. Mais en même temps, on peut imaginer ce qu'il fait dans le monde de l'entreprise. Et donc, je caricature un petit peu, mais c'est l'entreprise, la compétition à outrance, ou peut-être même que dans l'entreprise, on amène les gens à être en compétition les uns avec les autres,
où les entreprises sont en compétition les unes contre les autres, avec des avantages bien évidents pour l'individu lui-même ou pour l'entreprise dans le secteur à court terme, mais avec des coûts évidemment à plus long terme pour la collectivité, pour l'entreprise, pour le monde économique, et ainsi de suite. Et donc ça peut être tout l'inverse, ou peut-être pas, Dominique me le dira, de la proposition de la paix économique. Et il y a une base neurobiologique à ce système de motivation, dont l'hormone, alors évidemment c'est simplifié ce que je vous raconte là, mais c'est le cortisol, ce qu'on peut appeler l'hormone du stress. Et ce système de motivation basé sur la peur est lié de très près au stress et au comportement de fermeture ou de fuite. J'ai mon petit papier, je n'ai pas de slide, mais comme ça je vérifie que je ne raconte pas trop de bêtises. Premier système. Le deuxième système motivationnel, c'est celui de la récompense. Et ce système, au niveau de l'organisation, on peut le mettre en lien avec le système plutôt de la compétition. Alors, il n'est pas mauvais en lui-même, mais c'est le système du pouvoir, de la compétition, de l'image, et c'est aussi le système qui est responsable des addictions, par exemple. Et donc, le système de la récompense, il y a une hormone qu'on appelle la dopamine. Et différentes études, notamment de Tania Singer, montrent que les risques d'un système motivationnel basé uniquement sur la compétition, ça nous amène à nouveau à prendre plutôt en compte le bien individuel au détriment du bien de la collectivité, et même avoir des comportements pas très réjouissants, des comportements où nous serions dans la vengeance, par exemple, par rapport à quelqu'un qu'on estime prendre notre place, ou même des comportements d'une émotion qu'on appelle, je ne sais pas comment on le dit en français, mais en allemand c'est Schadenfreude, et qui est la réjouissance du malheur d'autrui. Et donc Tania Singer a montré, alors dans son étude, c'était surtout les hommes qui étaient visés par ça, dans des jeux de compétition, où lorsqu'on était pris par ce système motivationnel de la compétition, lorsqu'on envoyait, alors c'était peut-être pas tout à fait vrai, mais une décharge électrique qui était douloureuse pour la personne qui jouait avec nous, les hommes dans l'étude, majoritairement, ressentaient une émotion de réjouissance du fait de la souffrance de l'autre personne. Et donc on peut imaginer là encore qu'un système totalement basé sur la compétition, ce n'est pas celui qui va nous permettre de prendre soin de nos biens communs. Et si on regarde le monde économique d'aujourd'hui, comme Bernard l'a bien souligné, c'est un monde peut-être qui est très volatile, à nouveau, hein, il est volatile, il est incertain, il est complexe. Et dans un monde volatile, incertain et complexe, les exemples ont été donnés, par exemple sur la cyberattaque et pour beaucoup d'autres choses, on peut se dire que les niveaux de stress sont très rapidement là, et donc qui va avoir une influence à nous amener plutôt dans des systèmes motivationnels de la compétition et de la peur. Heureusement, il y a un troisième système motivationnel, qui est le système motivationnel de la coopération, de l'affiliation, ce qu'on pourrait appeler le système du CARE, dont l'hormone est l'ocytocine. Alors, j'ai Rebecca devant moi, et je sais que je dois faire attention parce que l'ocytocine est un sujet touchy, et je vais certainement, dans mon réductionnisme, dire une bêtise, mais elle me corrigera au moment des questions-réponses. Et donc, ce système-là nous amène plutôt à faire quoi ? À vouloir coopérer, à vouloir collaborer, à vouloir prendre soin les uns des autres. Et on sait que cette hormone-là, par exemple, elle est présente dans de très nombreux contextes différents, mais notamment au moment de l'allaitement, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelait aussi l'hormone de l'attachement. Alors, j'espère que je ne dis pas une bêtise, Rebecca. Des études sur des jeux économiques ont montré que si on va faire respirer, on va prendre un petit puff d'ocytocine aux personnes, à une partie du groupe qui joue à ces jeux économiques, on augmente les comportements de coopération. Et donc, alors, évidemment, on pourrait dire à Dominique, peut-être que le plus simple pour la paix économique, ça serait d'avoir des aérosols partout, et ça devrait tomber d'ici partout, et partout dans les entreprises, on respirerait l'ocytocine. Mais c'est vrai, ça serait drôlement plus simple. Mais voilà, il y a beaucoup de problèmes éthiques et ainsi de suite qui sont reliés à ça, dans lesquels je ne viendrai pas. Et donc, je vous proposerais de ne pas aller dans cette solution simple, sinon mon intervention est finie. L'ocytocine, solution à la coopération dans l'entreprise. Et en même temps, c'est intéressant. Donc, il y a un système qui est là et qui existe. Alors, évidemment, ce n'est pas comme si nous étions dans un système. Ces trois systèmes sont en interaction chez chacune d'entre nous, mais il y en a un qui peut être activé au détriment des autres. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce que montre l'étude sur la coopération, c'est que le système du CARE et de l'affiliation va avoir pour tendance à désactiver un petit peu le système de la peur. Et donc, un bon moyen de sortir du système de la peur, c'est d'activer justement le système de l'affiliation et de la coopération. Alors, ici, la question va être, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour travailler sur ces différents systèmes ? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on puisse faire, nous, chacune d'entre nous ? Et est-ce qu'on peut gagner, Dominique a parlé de cette question de liberté, gagner un espace de liberté en parlant de la liberté
si j'ai bien entendu, qu'un leader fort pouvait installer. Alors, la proposition peut-être du début, c'est que sommes-nous libres? Avons-nous le choix? Est-ce que ce n'est pas une très grande illusion que de croire que nous sommes libres? On le raconte souvent, hein. J'ai entendu l'autre jour à la radio quelqu'un qui disait « nous sommes tous libres ». Je me suis dit, mais quelle personne optimiste. Et puis j'ai pensé un peu à moi et à vous. Je me suis dit, est-ce qu'on a choisi l'endroit où on est né? Pas dans mon cas. Est-ce qu'on a choisi nos parents? Est-ce qu'on a choisi les conditions de vie? Est-ce qu'on a choisi l'environnement? Est-ce qu'on a choisi tout ça? Mais dans mon cas, vraiment pas, c'est une évidence. Et alors, si on va voir un peu plus loin, est-ce que je choisis ce à quoi je pense et les émotions qui viennent en moi? Je serais vraiment très prétentieux si je prétendais que c'était le cas. D'ailleurs, le matin, quand je me réveille, je ne choisis pas ce qui vient dans ma tête, ça vient tout seul. Peut-être qu'à Grenoble, vous fonctionnez mieux que moi, mais chez moi, à Bruxelles, non, mais c'est comme ça. Ma tête n'en fait qu'à sa tête, et je n'ai rien à lui dire, en fait. J'ai longtemps cru que c'était moi qui dirigeais là-haut, mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, tout ça, ça marche tout seul. Et donc, c'est important, cette question du choix. Avons-nous vraiment de la liberté? Et si cette liberté est extrêmement réduite, comment pouvons-nous gagner un petit peu de liberté? Et c'est ce que nous propose peut-être cette question de la pleine conscience et de l'attention. Mais avant d'aller dans cette liberté à gagner, je vous propose par quelques études de partager avec vous peut-être cette question du peu de liberté que l'on a. Il y a beaucoup d'études, j'en ai choisi quelques-unes seulement. Et la première, c'est l'étude d'un professeur américain de l'Université de Virginie qui s'appelle Timothy Wilson, et avec une équipe d'Harvard qui a travaillé avec lui, une étude impressionnante, très étonnante. Et donc, son papier qui a été publié en 2014 dans la revue Science, qui est une des plus grandes revues scientifiques, est en réalité l'agrégation de 11 études différentes qui abordent un sujet tout simple qui est quels sont les effets lorsque nous demandons à quelqu'un de simplement penser et de ne rien faire d'autre. Alors, attention, on n'est pas encore en train de demander aux gens de ne pas penser, ce que certains croient pouvoir faire, non. C'est simplement, on dit penser. Alors, c'est très simple paradigme, on propose tout au long de ces 11 études aux personnes chez elles et en laboratoire de passer entre 6 et 15 minutes à ne rien faire d'autre que penser. Et la règle est simple, les seules contraintes, c'est vous devez rester assis sur votre chaise, donc ne rien faire d'autre et ne pas vous endormir, c'est tout. Et puis on va prendre un certain nombre de mesures, et qui sont des mesures, est-ce que les gens apprécient, est-ce que les gens trouvent ça désagréable, est-ce qu'ils ont des formes de vagabondage mentaux. Et on se rend compte que très peu sont les personnes qui apprécient le fait de rester tout seul avec ses propres pensées, qu'il y a, je pense, 89% des personnes qui expérimentent une forme d'agitation, de vagabondage mentaux, c'est énorme. Mais la partie la plus formidable de l'expérience, elle vient après, à l'étude numéro 10 et 11. Et ce que vont faire les chercheurs diaboliques, ils vont demander aux participants d'évaluer des stimuli. Certains stimuli sont agréables, comme des photos de la nature, la photo du visage d'un petit enfant. Vous regardez un petit enfant et directement décharge d'ocytocine. C'est ça fait du bien. Et puis, il y a un stimuli désagréable qu'ils vont devoir noter. Et ils ont avec eux un petit boîtier qui envoie des décharges électriques qui sont assez intenses, c'est vraiment désagréable et inconfortable. Ce n'est pas menaçant pour votre vie, mais c'est désagréable. Et puis on leur dit, voilà, maintenant, dans le laboratoire, on va continuer. Pendant les 15 prochaines minutes, on reste assis, on ne fait rien d'autre. Mais vous avez le droit, si vous le voulez, c'est vraiment votre choix, d'utiliser le petit boîtier et de vous envoyer ou pas une décharge électrique. Alors, je précise, et c'est important pour l'étude, parce que sinon vous allez trouver des failles dans l'étude. Juste avant ça, après avoir fait tester la décharge, on demande aux personnes, êtes-vous prêts à payer 5 $ pour ne pas recevoir une décharge? Et les gens disent oui. Et donc on se retrouve avec un groupe de personnes qui sont prêtes à payer pour ne pas recevoir une décharge et qui vont devoir rester 15 minutes à ne rien faire. Et on se rend compte de quoi? 67% des hommes, bon, que 25% des femmes, mais je crois qu'ils sont trompés quelque part dans les analyses. 67% des hommes s'envoient une décharge électrique pendant cette durée-là, alors qu'ils étaient prêts à payer pour ne pas la recevoir. Vous vous rendez compte? Non mais c'est fou. Et donc, l'esprit non entraîné aime tellement peu être seul avec lui-même que les personnes préfèrent faire quelque chose que de ne rien faire, même si ce qu'ils font est mauvais pour eux et douloureux. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Non mais vous vous rendez compte des implications de cela? Donc, c'est-à-dire que notre esprit, nous le connaissons très peu, on le connaît très peu, et qu'il nous amène à faire des choses totalement étonnantes. Alors, évidemment, ça ne concerne pas les personnes de Grenoble. Bien sûr que non, mais statistiquement, ça concerne vos collègues, vos voisins, vos amis, vos employés. Non, et donc c'est dangereux, parce qu'eux pourraient se comporter bizarrement, même si ce n'est pas votre cas.
Et donc, moi j'étais frappé par cette étude en me disant, c'est fou. Et je me suis dit, on devrait engager que des femmes dans l'entreprise, déjà pour commencer. Il y aurait déjà moins de risques. C'est la première constatation. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est étonnant, étonnant. Et donc John Milton, un poète américain, disait « L'esprit, dans sa propre demeure, peut faire de l'enfer un paradis et du paradis un enfer. » Et c'est vraiment ce que fait notre esprit lorsqu'il n'est pas entraîné à notre insu. Il peut faire d'un paradis possible. Hein. On parlait des biens communs dans notre société à nous, comparé aux États-Unis par exemple. Alors je ne sais pas, c'est peut-être pas un paradis, le mot est un peu fort, mais malgré tout, d'une société qui nous offre tellement de choses, on peut en faire un enfer, où on pourrait peut-être en faire quelque chose d'encore plus ouvert, plus généreux pour l'ensemble des personnes qui y vivent. Et ici, je ne vais pas rentrer dans toutes les études, mais on peut penser aussi aux études très simples sur tout ce qui est l'identification sociale. À nouveau, il suffirait qu'on regarde ici ceux qui sont de Grenoble, de la GEM, et ceux qui viennent d'une autre université, et on vous met chacun une petite chasuble de couleurs différentes, et c'est parti. Hein. Vous êtes prêts à faire n'importe quoi au groupe de l'autre côté? Mais c'est vrai, le fait de s'identifier à quelque chose nous amène dans des comportements extrêmement étonnants. Et surtout, si le contexte amène de la pression et du stress, pensez par exemple aux dérives dans le monde du football, par exemple. Vous vous rendez compte qu'un père de famille qui n'a jamais eu d'antécédent de violence peut en arriver à faire à quelqu'un d'autre qui ne lui a rien fait. Simplement par cette forme d'identification à quelque chose. Et à nouveau, tout ça est totalement à notre insu. On ne le choisit pas. Je me souviens un jour, il y a très longtemps, j'étais dans une école d'été en Écosse pour étudier des stats. Et au début, pour nous mettre ensemble les uns les autres, ils avaient dit, voilà, vous allez vous grouper par les signes du zodiaque. Et moi, je ne parlais pas très bien l'anglais, et donc je me retrouve dans un groupe, et je trouvais que tout ce qu'on racontait, c'était vrai, ça me correspondait vraiment, je sautais en l'air, je criais avec tout le monde, je trouvais que tous les autres étaient nuls et que on était dans le meilleur groupe, jusqu'à me rendre compte que je m'étais trompé complètement de groupe. Et donc, voilà, je ne crois pas au zodiaque, mais c'était quand même étonnant de me rendre compte que tout était vrai, tout était juste. C'était les gens. Je me dis, c'est quand même étonnant, je ne crois pas à l'astrologie, je me sens bien que ces gens-là, ils me ressemblent. Et ce n'était pas vrai du tout. Et à quel point nous pouvons rentrer dans cette dynamique à nouveau à notre insu. Et donc, ce que propose la pleine conscience, cette question de. Alors, ce mot mindfulness, on pourrait le traduire plutôt par présence attentive et attentionnée, si on veut voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est une présence qui non seulement est attentive, donc le fait d'être présent là où vous êtes, mais en même temps qu'il y a cette qualité d'être attentionné. Et elle nous propose un changement radical, mais pour moi vraiment radical, qui était quelque part à 180 degrés sur notre manière d'être en relation avec l'expérience. Plutôt que d'être uniquement pris par nos pensées, par nos jugements, par tout ça, nous allons retourner notre regard pour regarder comment notre esprit lui-même fonctionne. Ce que nous ne faisons pas tellement souvent. Hein. Regardez comment l'esprit lui-même fonctionne. Et ça ressemble à des choses toutes simples. Hein. Alors, ça serait tout simple de vous demander ici, là où vous êtes, juste là maintenant. D'abord, êtes-vous vraiment là? Non mais, vous savez, en Belgique, il y a des gens bizarres. Hein. Et depuis que je suis parfois à Grenoble, je me rends compte qu'ici aussi. Les personnes que je rencontre dans le monde de l'entreprise sont tellement dans leur tête qu'on pourrait leur voler leur corps, elles ne s'en rendraient même pas compte. C'est vrai, je vous assure, elles sont tellement là-haut. Et donc, la pleine conscience ou la pleine présence nous propose déjà de revenir à habiter ce qui nous permet de prendre conscience qu'on est vraiment ici. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous sentez vos bras? Est-ce que vous sentez vos fesses sur le fauteuil? Est-ce que vous sentez votre respiration? C'est déjà un moyen tout simple de vérifier est-ce que vous êtes ici. Ou peut-être votre corps, je vous ai déjà perdu, votre corps est ici. Mais votre tête est en train de se dire j'aurais été tellement bien sur la terrasse là-bas. C'est tellement moins bien en vrai que là où ça avait l'air sur la promotion. Et donc votre tête est là-bas, votre corps est ici. Et vous allez voir que si vous étiez en pleine conscience, vous seriez déjà parti. Je vais vous expliquer pourquoi, avec une étude. Et donc, cette pleine présence nous propose, en connaissant notre propre esprit, d'avoir un regard beaucoup plus clair sur les problèmes de la vie, beaucoup plus ouvert, beaucoup moins fermé, puisqu'un esprit clair, évidemment, peut voir plus clairement toutes les difficultés. Il ne s'agit pas de s'abstraire du monde, toutes ces caricatures d'être zen et ainsi de suite, où on voit les gens qui se regardent leur propre nombril, ça n'a aucun sens. C'est vraiment une pratique qui nous propose de revenir, merci, à l'essentiel de notre propre présence pour être davantage ouvert au monde. Parce que si vous n'êtes pas présent, qui est ouvert au monde? Tout simplement. Ça tombe sous le sens. Hein, c'est pas... En fait, quand je m'écoute, je me dis, je leur dis que des choses tellement évidentes. Pourquoi sont-ils venus ici? Ben, voilà, c'est comme ça. Et donc cette question de clarté de l'esprit, on la trouve dans différentes études. Alors,
les études, elles sont toujours réductrices par rapport à ce que peut être cette pratique-là, mais une qui s'intéresse au biais qu'on peut appeler biais d'aversion à la perte. Vous le connaissez certainement dans le monde de l'entreprise, qui est, je vais donner un exemple très simple. Lorsque vous allez au cinéma, imaginez deux personnes qui vont au cinéma voir un film pourri. Mais une a reçu un ticket de quelqu'un, et dans l'autre cas, c'est vous qui l'avez payé. Eh bien, c'est étonnant, la personne qui a reçu le ticket, elle partira très vite, et elle ira sur la terrasse, la dort au soleil. Alors que la personne qui a payé, elle restera jusqu'au bout du film pourri qui va lui pourrir la vie en râlant que c'est mauvais, ainsi de suite. Simplement pourquoi ? Parce qu'il y a un coût irrécupérable. Elle l'a déjà payé, elle a l'impression qu'elle perd quelque chose si elle s'en va. Mais en réalité, dans les faits, objectivement, il n'y a aucune différence entre les deux. Si, la seule différence, c'est que la personne qui reste perd le moment agréable sur la terrasse, alors qu'elle se pourrit la vie. Et c'est vrai, et dans le monde de l'entreprise, on trouve beaucoup de ces billets-là. Alors l'exemple qu'on donne dans les études, c'est imaginer que votre entreprise ait développé un système d'impression laser 3D, ainsi de suite, et qui coûte 200 000 €. Et puis vous vous rendez compte qu'un concurrent qui est en faillite a développé une machine plus performante et qui va coûter beaucoup moins cher à l'utilisation que la vôtre, et vous pouvez racheter toute l'entreprise pour 10 000 €. Et vous avez 10 000 € en trésorerie. Rachetez-vous ou pas l'entreprise concurrente? Alors ça paraît tellement évident. Et pourtant, ce biais fait que beaucoup de personnes ne vont pas le faire à cause du coût du coût psychologique en réalité. Et on se rend compte, donc cette étude-là, elle montre qu'une induction simple de pleine conscience, alors c'est une étude dans laquelle il y a 3 études aussi, elle permet de résister beaucoup mieux à ce coût. On résiste beaucoup mieux. Et pourquoi? Alors il y a 2 explications très simples. C'est que lorsque nous sommes dans la présence, ici, maintenant, nous sommes beaucoup moins en train de ruminer dans le passé et dans le futur. Et les ruminations dans le passé et dans le futur vont déclencher par rapport aux choix que nous avons faits des émotions difficiles, et ces émotions difficiles vont nous faire perdurer dans un choix qui n'est pas le bon. Alors que le fait d'être en présence nous permet de sortir de la rumination. Sortant de la rumination, nous ne sommes pas embarqués par ces émotions et pensées compliquées, nous sommes beaucoup plus lucides pour prendre une décision qui, somme toute, est évidente. Une étude d'une équipe de l'INSEAD, d'ailleurs, qui a été publiée, je pense, en 2013, dans une revue qui s'appelle Psychological Science. Arrivons au sujet de cette forme de collaboration, d'ouverture, d'aide aux autres. Cette pratique donc, qui nous propose d'habiter pleinement notre présence de manière attentionnée, elle a été étudiée par rapport au comportement altruiste par une équipe de la Northeastern University. Et donc c'est Paul Condon et David de Steno qui ont publié cette étude dans Psychological Science en 2013. Une étude très très bien faite, très intelligente. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des personnes qui ont suivi cet entraînement et qui consiste dans leur étude à eux, 8 pratiques donc hebdomadaires, une pratique hebdomadaire pendant 8 semaines qui dure 2 heures. Et les personnes reçoivent un enregistrement de 20 minutes à pratiquer chez eux. Et ils ont essayé de tester en même temps une pratique de pleine présence uniquement sur l'attention à notre respiration, sur l'attention à nos sensations, sur l'ouverture qu'on a au son et ainsi de suite. Et l'autre pratique qui était testée était une pratique dans laquelle on abordait de manière très explicite la compassion. Bien sûr, dans les pratiques de pleine présence, la compassion est centrale, mais elle n'est pas toujours abordée de manière extrêmement explicite. Et là, on avait ces 2 pratiques-là, donc on a mis moitié-moitié dans un groupe compassion et un groupe où la compassion n'était pas explicite, comparé à des personnes en liste d'attente. Et qu'est-ce qui va se passer? Les 8 semaines passées, on prend tant les gens des groupes de méditation que les personnes en liste d'attente, et on leur dit, venez au laboratoire remplir des mesures cognitives. C'est ce qu'on leur raconte. Et en réalité, elles vont devoir attendre dans une salle d'attente, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des complices. Donc dans la salle d'attente, il y a 3 places, et il y a 2 complices déjà installés qui sont là. La personne va rentrer dans et prendre la place, la seule place qui reste, et 1 minute après qu'elle soit rentrée, va rentrer de nouveau une complice, une femme, qui est avec 2 béquilles, qui a du mal à marcher, et qui de manière très ostensible soupire. Elle se met contre un mur, et la question est toute simple. Qui va se lever pour céder sa place? Alors, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les études en psychologie sociale, vous savez que ce n'est pas une très bonne situation pour favoriser l'entraide, puisqu'ici, il y a cette question de diffusion de la responsabilité. S'il y a un groupe dans lequel les autres sont là, on a l'impression que ce sont les autres qui vont devoir se lever
Vous voyez, c'est pas que vous êtes mauvais, mais ce sont les autres qui vont se lever, qui vont faire quelque chose. Ce n'est pas vous. Votre responsabilité personnelle se diffuse. Et puis la question des normes aussi, qui font que si personne ne se lève, eh bien, la norme de ne pas être altruiste est totalement rendue acceptable. Et donc, on s'attendrait à ce qu'on n'ait pas trop, ce qui serait normal. On se rend compte que d'avoir pratiqué cette présence, les personnes qui ont pratiqué se lèvent 5 fois plus, statistiquement, c'est énorme, hein, statistiquement, ont 5 fois plus de probabilité de se lever pour laisser leur place. Alors, si la personne ne se lève pas dans les 2 minutes, l'expérience s'arrête. Et donc, ceux qui ont pratiqué, dans les 2 minutes, peut-être que les autres se lèveraient aussi, mais sont 5 fois plus susceptibles de se lever. Et là où c'est intéressant, alors c'est peut-être intéressant au niveau de la recherche, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre ceux qui avaient pratiqué la pleine conscience de manière, on va dire, où la compassion et l'altruisme faisaient partie du programme, mais moins de manière explicite, et ceux qui avaient reçu un programme où on avait vraiment insisté de manière explicite sur la pratique de la compassion. Et donc, cette étude, elle montre de manière expérimentale que pratiquer cette attention ne nous amène pas à être quelqu'un de nombriliste, mais bien au contraire. Par rapport à une population contrôle, elle nous amène à être plus ouverts, à faire plus attention. Pas que ça nous rende meilleurs, à mon avis. Ça nous amène à être plus attentifs à ce que nous aurions vraiment envie de faire. Ça nous amène à nous ouvrir à ce que n'importe lequel d'entre nous ferions en réalité, si nous sommes vraiment présents à ce qui est important pour nous, mais où l'agitation de la vie, les habitudes, les schémas automatiques nous coupent en fait de ces comportements que nous voudrions vraiment avoir. Et je crois que, dans mon cas en tout cas, je suis très tolérant et peu dans le jugement envers les personnes qui ne sont pas altruistes, parce que je me rends compte à quel point moi-même, j'ai tellement facile à partir dans les habitudes automatiques. Je me rends compte, et très souvent ça m'est arrivé. Et le plus terrible, c'est que ça m'arrive très régulièrement dans les moments où je vais donner des conférences sur les comportements altruistes. Et c'est vrai, et ça m'arrive régulièrement. Je raconte parfois dans les conférences, je me souviens, une conférence que j'allais donner justement sur cette question du bien-être, de l'altruisme, de la méditation. Et puis je suis dans un métro, pressé, parce que je veux arriver un petit peu à l'avance, et quelqu'un m'interpelle et me dit « Vous n'auriez pas une pièce, monsieur ?» Et je lui dis « Je suis pressé. » Et puis je marche un peu et je lui dis « Mais attends, tu vas donner une conférence en disant « Portez attention aux autres, tu réponds comme ça. » Je vais voir dans mes poches et je vois que j'ai de l'argent. Je lui dis « Excusez-moi, monsieur, je suis pressé, mais bien sûr. » Alors attention, ce n'est pas ici en train de dire qu'on devrait faire quoi que ce soit. C'est que moi, si j'étais attentif, c'est ce que j'aurais fait. Et donc j'étais absent à mes propres valeurs. Et le plus terrible, c'est que je sors du métro, quelqu'un d'autre me demande de l'argent et je lui réponds automatiquement « J'ai déjà donné. » Oui, mais c'est terrible quand même. Je me suis dit, Ilios, mais franchement, et tout ça sans réfléchir, alors que je venais d'avoir la leçon, et de nouveau, je suis revenu en arrière, et voilà. Et voilà, c'est tellement simple et facile d'être absent à sa propre expérience que ça demande un peu d'entraînement. Et donc, puisque je suis dans la clôture, l'idée ici, c'est que cette attitude de présence attentive et bienveillante, elle est quelque part au service d'une paix, mais d'une paix intérieure. Et que c'est même assez caricatural de vouloir opposer la paix intérieure et la paix économique, puisque les deux se nourrissent certainement l'un l'autre. Je ne pense pas à la primauté d'un aspect par rapport à l'autre, mais je crois que pouvoir mettre en place des politiques qui vont dans le sens de la paix économique favoriseront la possibilité de cultiver une paix intérieure, une paix collective, une paix sociale, et que cultiver en chacune d'entre nous un espace qui est davantage paisible nous permet aussi de mettre nos actions plus libres au service d'une paix économique. Et cet espace de liberté, il est ténu, je crois, vraiment. Il est tout petit, mais il est potentiellement existant. Viktor Frankl, qui est un psychiatre pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, un psychiatre autrichien, qui est passé par les camps pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, disait, de son expérience des camps, il disait, entre les stimulations, les stimulations de l'environnement extérieur et intérieur, entre le stimuli et la réponse, nous pouvons créer un espace. Et dans cet espace réside notre capacité à être libre et à choisir. Et cette capacité-là, ce choix-là, personne ne peut nous l'enlever. Et je me dis cette parole de quelqu'un qui était dans les camps, qui était vraiment dans l'environnement peut-être le plus difficile qu'on puisse imaginer, qui est vraiment l'enfer sur Terre, si même là, cette liberté-là, nous pouvons la construire et la gagner. Elle n'est pas facile, elle n'est pas simple, mais nous pouvons la gagner. Peut-être que chacune d'entre nous, dans nos vies personnelles, avec notre conjoint, notre enfant, nos amis, nos collègues, nos patrons, nous pourrions peut-être mettre cette liberté-là au service d'un monde où la paix économique amène une paix peut-être sociale et plus de solidarité. Merci beaucoup, Dominique. Je me sens très privilégié de pouvoir faire partie d'une aventure comme celle-là.
Et je trouve que Dominique a vraiment, et je le dis, il ne sait pas que je vais dire ça, il n'aimerait pas, mais je trouve qu'il a tellement de mérite de pouvoir défendre cette position-là. Alors, ça a l'air de couler de source, peut-être pour nous aujourd'hui, mais je pense quand il a commencé, ça a dû être tellement difficile. Lorsqu'on a une nouvelle idée, en général, vous savez, dans l'histoire des idées, elle est souvent rejetée violemment. Et puis après avoir été rejetée violemment, eh bien, il y a peut-être une attitude plutôt d'indifférence jusqu'au moment où c'est évident. Et puis à la fin, tout le monde va dire « Mais oui, Dominique, on te l'avait dit depuis longtemps que la paix économique, c'est ce qu'il fallait faire. » Et donc le jour où ça arrivera, quel bon signe. C'est que son travail sera rentré déjà dans nos schémas sociaux. Merci beaucoup. Puis merci à vous tous et toutes d'être là alors qu'il fait tellement beau dehors. Je savais qu'il fallait que je l'embauche. Merci beaucoup. C'est pas pour décrédibiliser le compliment, je le prends avec beaucoup de gratitude. J'avais préparé une question pour démarrer le temps de questionnement, mais comme je sais qu'on a pris un petit peu de retard, j'ai plutôt envie de vous donner directement la main. Et je vais parler encore quelques secondes pendant que les micros vont circuler, simplement pour vous dire, on a essayé dans cette conférence de faire un grand écart, en fait, en partant de la dimension très sociale, très économique, très macroéconomique même, et en allant jusqu'à la dimension de l'intime. À l'instant, Elios terminait sa conférence en parlant de paix intérieure. La raison pour laquelle on a choisi 3 axes de recherche dans ce centre de recherche, c'était de dire, on va, sans savoir qui de la poule ou de l'œuf, on va nous démarrer par la dimension de l'intime, la dimension de la pleine conscience, dont on se dit que son objet principal, c'est de venir nourrir, ce qu'on a qualifié aussi de paix intérieure, dont on s'est dit que son objet, c'est de venir nourrir la dimension relationnelle et managériale, qui est pour nous une étape 2, qui va ensuite venir nourrir la dimension organisationnelle et la dimension économique, dont finalement le seul objet, c'était un peu le propos de Bernard Perret, est de venir nourrir en retour la dimension de l'intime et du collectif, et pas autre. Si je le ramenais à l'entreprise, quand je concluais mon introduction en disant le but de l'entreprise, c'est bien de contribuer au bien commun, c'était finalement de dire il n'y a pas ou très peu d'intérêt que d'avoir des entreprises dont le seul objet serait de créer de la richesse financière. Leur objet est bien d'aller vers cette paix économique pour pouvoir en retour venir nourrir la dimension de l'intime ou la dimension du collectif. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour les 2 orateurs. Et les micros doivent être en train de circuler. Nous sommes tout prêts à pouvoir répondre à vos questions. Un micro chez Caroline à ma droite, un micro chez Laurent. Je vois une main qui se lève très haut là-bas. Ah, ok. Oui, bonjour. Oui, quand on va sortir de l'amphi, c'est vrai qu'on va avoir du mal un peu peut-être à se reconnecter à la réalité, c'est-à-dire ici on a entendu parler d'entreprises qui s'intéressent plus au bien commun qu'au profit, des individus et donc des dirigeants qui raisonnent et qui donc décident avec lucidité. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on entend beaucoup, il y a votre chaire, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent partout, venant de la société civile, de la recherche et des entreprises, malgré tout. Et je voulais savoir si vos 2 invités et vous-même, vous pensiez qu'avec tout ça, on était au début d'un nouveau modèle de société, d'un nouveau paradigme qui soit économique, politique, sociétal. Voilà. Merci beaucoup. Bernard, est-ce que je peux vous laisser la main sur cette première question ? Oui, en un mot, moi je suis par formation d'ingénieur quelqu'un de peut-être excessivement rationaliste, et ma démarche, c'est d'essayer d'avoir une démarche un peu déductive, c'est-à-dire de dire, compte tenu des problèmes auxquels nous sommes confrontés, de la réalité objective de ce qu'est aujourd'hui le développement économique, des contraintes écologiques et des réalités qui vont devenir prendre davantage d'importance, logiquement, on n'a pas d'autre solution que d'évoluer vers des formes d'organisation hybrides dans lesquelles le marché va se combiner avec d'autres motivations et dans lesquelles la coopération va prendre davantage d'importance. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme tendance dominante. Je dis simplement qu'il y a quelques pierre de touche, quelques petites choses qui me laissent penser que je n'ai pas complètement tort et que c'est bien ce qui est en train de se passer. Mais je ne suis pas en train de faire de la prévision. Ilios, un complément ? Non ?
Moi, j'ai un petit complément, mais je ne sais pas s'il est totalement positif ou pas. Finalement, les expériences que vous évoquez, et c'est vrai qu'on voit des lieux différents qui commencent à parler de tout ça. Et en même temps, dans les travaux qu'on est en train de mener, quand on essaye de chercher dans la littérature ce qui a déjà été dit avant nous, finalement, des fois en faisant des ponts de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on peut finalement remonter très très loin et retrouver des gens qui disent déjà exactement la même chose que nous. Donc j'aurais envie de dire, étant dans une école de management qui dit « nous sommes aujourd'hui School for Business for Society », de dire oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui pousse, il y a une intention qui pousse. Et en même temps, je vais rejoindre Ilios sur la nécessité de, je vais mettre un gros mot derrière, sur la nécessité de l'effort et de l'implication individuelle pour que cet élan qui est en train de pousser prenne un peu plus corps. Parce que sinon, on voit bien dans le passé que ça apparaît comme ça par petites touches régulièrement. Hier, je relisais un livre de William Morris. J'étais en train de rechercher son nom qui date de 1884 et qui finalement, quand je lisais le livre, j'avais un espèce de moment de tristesse en me disant mince, on est en 1884, il dit j'ai déjà la même chose que nous. Peut-être juste une petite chose, je rajouterais, c'est que j'ai l'impression que de ce monde globalisé où l'information devient de plus en plus rapide, on n'a jamais eu un monde avec autant de possibilités, de chances, autant d'accès à l'information, une information de qualité. La sagesse, par exemple, la sagesse philosophique, par exemple, a toujours été dans le temps réservée à des élites. Aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous a accès à de la sagesse, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit expérientielle, et ainsi de suite. Et je crois quand même que ça me donne beaucoup d'espoir. Si on pense à la méditation, alors on peut penser à deux choses. On peut penser au monde qui change, l'engouement pour le film demain. C'est quand même intéressant de se dire, d'accord, ce sont seulement certains exemples, mais ce film et l'engouement pour ce film montrent qu'il y a quelque chose qui est déjà en route. C'est pas que ce monde doit arriver, il est déjà là. Ce sont des petites pousses, mais elles sont déjà là, très fortes. Je pense que le monde est déjà là. Et si je pense de manière anecdotique à la méditation, je pense à un ami qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Reinventing Organizations, Frédéric Laloux, je vous conseille de le lire. Et lui disait, quand j'ai commencé à pratiquer la méditation dans l'entreprise, je me cachais. C'était très mauvais pour la carrière de quelqu'un de pratiquer la méditation. Il n'y avait que les sectes ou les gens du New Age qui pratiquaient la méditation. Aujourd'hui, regardez comme ça a changé. Peut-être pas encore assez, mais en même temps, le risque, comme toujours, c'est que le risque de cet engouement pour la méditation, c'est d'oublier le caractère subversif de la méditation. La méditation risque de devenir le nouveau truc. On est un peu en burn-out, alors on va pratiquer la méditation pour le mieux-être et on pourra travailler encore plus. Ça n'a pas beaucoup de sens. Pas tellement dans l'idée qu'on pourrait exploiter les gens, pour moi, mais c'est qu'on passe à côté du caractère profondément subversif de la méditation qui nous dit la méditation, par le regard que nous portons nous-mêmes à notre propre esprit, nous amène à laisser tomber nos masques, à laisser tomber nos identifications sociales et amène une vraie attitude d'ouverture, une énorme ouverture à nous-mêmes et au monde. S'il n'y a pas ça, oui, alors c'est comme de la relaxation, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La méditation comme outil de changement social, je ne pense pas qu'elle passe par la relaxation, même si c'est intéressant. Elle passe justement par cette possibilité de nous déconditionner de toutes ces choses dont on a parlé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si une approche de pleine conscience est compatible avec un monde capitaliste. Je pense qu'aujourd'hui, on observe une OPA sur l'empathie qui est réalisée par certaines multinationales. Par exemple, chez Google, les stages de pleine conscience et de méditation, etc., il y en a à tire-larigot. Néanmoins, l'objectif premier d'une entreprise comme celle-là reste le profit. Et pour moi, passer à une approche de pleine conscience, c'est passer de l'avoir à l'être et de la possession matérielle au lien à la vie et au lien aux autres humains. Donc, est-ce qu'on ne risque pas si on reste dans ce modèle-là, en disant on va mettre un petit peu de pleine conscience dans le système tel qu'il est, de passer à côté de la vraie transformation majeure qui est nécessaire pour arriver à ce que vous appelez le caractère subversif de la méditation et plus largement à une vraie transformation de la société. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Si la question est est-ce qu'on ne prend pas le risque, ma réponse elle est si, et tant mieux. C'est bien ce risque-là qu'il faut qu'on prenne, parce que si je regarde les 20 ou 30 ou 40 dernières années, finalement, depuis les débuts de l'école de Palo Alto, il y a régulièrement
une nouvelle approche, une nouvelle technique qui est saisie à un moment donné par le monde du travail et qui en fait un instrument particulier qui va être totalement utilisé pour la génération de profits ou la réduction des coûts. Donc ce risque-là existe. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avancer avec ça? Je ne crois pas, au contraire. C'est un premier point pour moi. Le deuxième point, puisque j'en vois dans ma vision périphérique autour de moi, je vous disais tout à l'heure qu'on a aujourd'hui 12 entreprises partenaires, et dans la première question, il y avait bien des choses qui disaient « et ça existe ailleurs », des entreprises partenaires qui sont confrontées à cette dimension de la profitabilité de leur entreprise et qui, plus que de se dire « oulala, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'assujettir la pratique à la profitabilité », se disent « tiens, comment est-ce qu'on peut repenser la façon qu'on a de faire des affaires tout en intégrant cette pratique-là pour qu'elle nous permette d'aller dans le cran d'après, c'est-à-dire le contact avec les biens communs ». Et ça, c'est certainement un des endroits sur lesquels, tout à l'heure, j'ai pris un gros mot qui était le mot d'effort, je vais le reprendre. Comment est-ce qu'on fait pour que cette tentative de transformation ne soit pas de l'ordre d'une insurrection brutale qui, à mon avis, ne provoquerait pas grand-chose que ce contre quoi on est en train de lutter quand on vous parle de paix économique? Comment on fait pour permettre ces petites instillations en acceptant qu'il va y avoir des dérives et en jouant notre jeu, quand les dérives apparaissent, de tout doucement donner une petite tape à droite ou une petite tape à gauche. Je vais le dire encore autrement. Moi aussi, je vois Rebecca devant moi et je sais que je suis invité en fin de semaine prochaine à faire une présentation dans un colloque sur de l'instrumentalisation de la pleine conscience au travail et que je ne suis pas encore complètement prêt. Pourtant, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Enfin, voilà, il y a vraiment, je crois, si l'objet de la pleine conscience, tel que le disait Ilios, est vraiment de me mettre en lien avec le réel, d'accepter que dans ce réel-là, il y a aussi cette prise de risque. Est-ce que tu veux compléter par quelque chose? Bernard? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste vous poser une question par rapport à la notion de complexité qui serait holistique et éventuellement même fractale. Je voulais juste prendre un petit exemple. Il me semble avoir vu dans la presse des gens qui commencent à regarder des gisements de pétrole, de gaz qui apparemment ont été découverts au large d'Israël. Et j'ai cru comprendre que Israël, la Palestine, enfin des régions qui sont en guerre depuis des décennies avec des causes religieuses que tout le monde connaît, finalement sont en train de se poser la question comment exploiter un gisement de manière à faire un profit, donc avoir un développement économique et qui peut-être va porter en son sein le règlement de tous les conflits géopolitiques qui n'ont pas été résolus depuis des millénaires. Est-ce que vous avez cette perception qu'on est à un moment où la conjonction de tout un tas de problématiques pourrait éventuellement être résolue par justement une paix économique qui, paradoxalement, va amener même une paix historique au niveau des peuples, quoi. Et est-ce que vous arrivez à faire ces liens parfois en jouant sur peut-être des petits paradoxes qui vont amener de dépasser les résistances à des problématiques qui sont parfois très anciennes? Pardon. Là encore, je répondrai par le constat que on voit des choses qui vont dans ce sens-là. Très, très clairement, pour en rester le nez sur l'actualité, cette histoire de cyberattaque aura évidemment pour conséquence de booster les pratiques les coopérations entre les instances nationales de cybersécurité de différents pays, et ça va complètement percuter cette autre tendance qui est de faire une escalade militaire autour de l'informatique et autour des capacités des différents pays d'attaquer les autres pays, les systèmes d'informatique. On va là se trouver devant quelque chose de tout à fait intéressant, qui va être une contradiction entre
une tendance à l'escalade de la violence dans la cyberguerre, et puis une nécessité absolument vitale des Chinois, des Russes, des Américains, etc., de commencer à regarder ce qu'ils peuvent faire ensemble pour lutter contre ce genre de choses. Et on pourrait évidemment multiplier les exemples. Pour tout ce qui concerne l'écologie, bien sûr, à un moment ou à un autre, la question de qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la coopération ou est-ce que c'est de continuer à se faire la guerre? Cette question-là, elle va bel et bien, je pense, devenir de plus en plus évidente dans notre monde. Mais l'issue n'est nullement garantie. C'est-à-dire que les tendances à l'autodestruction ne sont pas du tout exclues. Merci beaucoup. Je vais me lever parce que je ne vous vois pas, ça m'ennuie. En fait, quand on pense à l'intérieur de notre groupe l'idée de paix économique, on ne la met pas en opposition à ce que je pourrais appeler tout de suite guerre économique. On la met plutôt côte à côte. Si je parlais de l'entreprise, ça reviendrait à dire, on n'est pas en train de dire qu'on va proposer un nouveau modèle qui sera le bon modèle et qui fera que le monde va tourner bien, ou alors les lectures dont je viens de parler tout à l'heure qui me montrent qu'en 1880, déjà quelqu'un disait la même chose, auraient dû fonctionner. On est plutôt en train de dire comment est-ce qu'on propose une façon d'accompagner la façon dont le monde des affaires tourne aujourd'hui pour essayer tout doucement de donner de la place à toutes les valeurs, à toutes les belles intentions qu'on découvre. Une des découvertes naïves qu'on a faites en travaillant dans ce groupe de recherche-là, ça a été de se dire, bon sang, qu'est-ce qu'il y a comme personnes bien dans toutes les entreprises qui ont envie de faire des choses intéressantes, intelligentes et coopératives? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour les aider à ce que ça puisse sortir? Et d'ailleurs, dans les premières demandes de dirigeants qui sont venus nous voir pour créer ce lieu, l'une des demandes était de dire exister, créer quelque chose pour qu'on ait la légitimité de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Donc, dans cette idée de paix économique, c'est vraiment plus un contrepoint au sens, pour les musiciens, au sens musicien du terme, c'est-à-dire quelque chose qui va venir accompagner la musique telle qu'elle est déjà existante, plutôt qu'une mise en opposition, qui, elle, remettra en place un risque de guerre, parce que si je commence à vous dire, ou si je dis aux entrepreneurs qui sont là, bah, écoutez, à partir de maintenant, pour faire de l'économie, vous allez appliquer mon modèle de paix économique, j'ai des chances de voir immédiatement des opposants apparaître. Il me semblait que j'avais un deuxième point qui était présent en tête, mais je ne l'ai plus, donc je vais laisser la main à la question suivante. Bonjour, oui. Je m'appelle Olivier, je travaille dans une multinationale et j'ai une question pour Ilios. Mais avant, je vais répondre à un commentaire, puisque fin mars, j'ai fait une formation étiquetée Google qui s'appelle Search Inside Yourself, qui est une formation de 2 jours à la pleine conscience, orientée vers le développement de l'intelligence émotionnelle au sein des entreprises. Et c'est une formation qui a été développée par un chercheur qui travaillait chez Google, qui s'appelait Cheng-Man Tang. Et sur les 20% de libre, du temps qu'il avait de libre, a développé cette formation il y a quelques années. Et c'est vraiment la formation leader au niveau du monde à la pleine conscience. Je peux vous dire un premier point, c'est que, il n'y a pas un sou qui va chez Google. Et Google, ça lui a coûté de l'argent. En revanche, c'est le meilleur investissement qualité-prix en termes de formation que j'ai fait depuis que je suis né. J'ai 44 ans. Le deuxième point, c'est par rapport au développement durable. J'ai souvenir de ce que disait déjà Kofi Annan en 2005, c'est que le développement durable passe avant tout par les entreprises. Pourquoi? Parce que le budget de l'ONU pour le développement durable, c'est 6 milliards. Le budget de Microsoft pour le développement durable, c'est 18 milliards de dollars. Voilà. J'arrive à ma question, et elle est pour Ilios. Ilios, dans toute votre sagesse, si vous étiez président de la République, quelles mesures prendriez-vous en premier pour développer la pleine conscience dans la société et dans les sociétés? Moi, président. Oui. Alors, je ne saurais vraiment pas répondre à cette question-là, parce que je crois que la première chose que je ferais, c'est donner mon titre de président à Dominique, et moi je dis, je veux bien être conseiller. Il fera ça beaucoup mieux que moi. Donc, je ne crois pas, mon idée ne serait sûrement pas, alors de nouveau, je ne me vois pas du tout là-dedans, mais imaginons que j'arrive à donner un conseil à quelqu'un qui a de l'influence. Je ne pense pas qu'avoir une démarche prosélyte, mettre à pleine conscience partout, serait utile. L'idée déjà, si je pouvais avoir une influence, c'est que si les personnes autour de moi pouvaient pratiquer,
ce serait déjà une belle chose si déjà les ministres, si au Conseil des ministres, on prenait quelques instants pour être en présence, vraiment, dans cette forme de présence attentive et bienveillante. Peut-être que certaines décisions seraient prises différemment, tout simplement. Et donc, et à nouveau, la présence, ce n'est pas quelque chose, et la pleine conscience, on finit par la chosifier. Mais en réalité, cultiver cette présence-là, elle peut se faire à travers d'autres outils aussi, d'autres approches tellement différentes. Et je crois que ce serait dangereux d'en faire l'étendard de la pleine conscience qui va sauver le monde. Voilà. Ceci dit, je suis bien d'accord, quels que soient les programmes, le fait de cultiver davantage d'attention et d'empathie, bien sûr, c'est ce qui participe déjà à changer le monde. Je crois que c'est déjà en route. Donc, je crois que c'est déjà en route dans les écoles. Il y a énormément de programmes aujourd'hui dans les écoles. On parle de nouveaux programmes, mais déjà où on permet de cultiver l'empathie. Alors c'est bizarre de dire ça, parce qu'on doit cultiver l'empathie chez les enfants, mais plutôt permet de mettre en place un cadre où les compétences naturelles d'empathie des enfants pourront continuer à se développer et à fleurir, bien évidemment. De mettre en place des cadres un peu partout, en prison par exemple. En Belgique, en ce moment, on intervient dans une prison sur demande de la prison. Donc ce n'est pas une association qui vient. Donc la prison nous a demandé de venir donner des sessions de présence aux détenus, mais aussi au personnel, voilà, les gardiens et la direction. J'y étais la semaine passée, un jour un moment avec un groupe, un moment avec l'autre. C'était très touchant aussi de me rendre compte que je partageais tellement de choses avec les personnes qui étaient enfermées là-dedans, certains enfermés à vie, toutes des peines très lourdes. Alors évidemment, ce n'est pas tomber dans une forme d'angélisme, de ne pas reconnaître que ces personnes ont eu des comportements dus à leur manque de liberté intérieure, des comportements très graves, et eux-mêmes ne trouvaient pas d'excuses, mais au-delà de ça, c'était des êtres humains comme moi, qui avaient souffert comme moi, qui avaient des envies comme moi, et qui avaient tellement envie de trouver un peu de liberté. Et c'était étonnant, des personnes qui n'avaient jamais médité, et en une seule séance, une forme de lucidité très claire sur ce que c'était, cette forme d'ouverture et de liberté. Et donc je me dis, si on peut amener ça, mais c'est déjà en route, donc si on peut un tout petit peu plus favoriser cela, ça serait, voilà. Voyons ce qui va se passer maintenant, hein, qui sait. Bonsoir. Bonsoir. Vos propos me faisaient penser à des nouvelles formes de gouvernance d'entreprise beaucoup plus participatives, telles que la holacratie, que j'ai étudié un tout petit peu. Est-ce que vous ne pensez pas que ces modes d'organisation plus participatifs portent en eux-mêmes, d'ailleurs, du coup, beaucoup de pleine conscience et de participation active, et par là même de la paix sociale et de la paix économique aussi? Oui, et je pense que je crois que l'une des difficultés, c'est comment on permet à chaque dirigeant, à chaque manager d'aller chercher la pratique, l'approche, la méthode qui va convenir le mieux à ce que lui connaît bien, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il fonctionne. Quand j'ai démarré tout à l'heure la conférence en disant on n'a pas voulu mettre de définition, on a voulu laisser la porte ouverte, c'était relié à ça. Quand à l'instant on parlait de la dimension de pleine conscience en disant je ne sais pas s'il faudrait devenir totalement prosélyte, c'est la même question. Je vous rejoins complètement. Il y a dans tous les travaux des personnes qui aujourd'hui essayent de réfléchir à la question du comment vivre autrement et comment dans le monde économique créer une économie différente, il y a cette intention d'une participation beaucoup plus grande. Dans les propos de Bernard, c'était présent, dans les propos d'Ilios, c'était présent. Finalement, dans vos questions, c'est présent. Qu'est-ce qui nous permet à un moment donné de nous rapprocher le plus possible de ce qui a fait notre succès, qui est la coopération, quand le monde économique aujourd'hui tente de nous faire croire que pour pouvoir être en succès, il faut être autonome et indépendant, c'est-à-dire complètement séparé des autres. Donc ma réponse est oui, et le complément c'est comment fait-on pour que chacun se sente autorisé de mettre en place dans sa propre culture d'entreprise l'approche qui va être la plus pertinente. Je compléterai juste en disant que j'ai l'impression que ces nouvelles approches-là, elles répondent vraiment à la crise de l'autorité qu'on voit partout. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une crise de l'autorité dans l'entreprise, mais je l'avais noté aussi au niveau médical. Aujourd'hui, quand on va chez le médecin, on a envie d'avoir sa voix au chapitre, on a envie d'être dans quelque chose de collaboratif, on n'a plus envie d'avoir quelqu'un qui, en tout cas beaucoup d'entre nous, qui nous disent quoi faire sans qu'on comprenne quoi que ce soit. Il y a une crise vraiment dans le monde de l'éducation, hein, la légitimité des enseignants, elle est questionnée, et même à l'université. Les élèves sont connectés sur Google, justement, et si le professeur dit quelque chose qui n'est pas juste, on lui le rappelle directement. Donc ça amène vraiment à se comporter différemment. Ça va nous amener, je pense, à des modes d'organisation très différents. On peut penser aussi au questionnement du politique, la perte de légitimité du politique. Je crois que c'est pas... On l'a vu aux dernières élections.
Et je saute juste en disant à monsieur là derrière, en disant qu'est-ce que j'aurais fait la première chose? Oui, j'ai une réponse. Je crois que plutôt mettre de la pleine conscience. Et la pleine conscience telle qu'elle a été vue par John Kabat-Zinn, au niveau médical, là, c'était l'idée de la médecine participative. C'était chacun d'entre nous, nous pouvons trouver en nous les ressources et participer à notre bien-être de manière ouverte. Et je crois que les modes, justement, dont vous parlez, c'est ceux-là dont il faudrait faire la promotion. Je donne un exemple. Par exemple, mettre une partie de tirage au sort dans nos systèmes politiques, et ainsi de suite. Et donc, tous ces systèmes-là vont favoriser, je suis bien d'accord, une plus grande ouverture et vont nous permettre de toucher ce qui, en chacun d'entre nous, est déjà ouvert, est déjà collaboratif. Et déjà, ce n'est pas quelque chose qu'il faut créer, en fait. C'est ouvrir ce système qui nous permet de toucher cette forme d'ouverture qui est déjà là. Et donc, merci, parce que à monsieur là derrière, j'avais oublié, c'est vrai que ce serait quelque chose de plus direct à faire. Merci. Bernard? Oui. Un mot sur cette question de la transformation des entreprises. Dans mon dernier slide, j'ai très vite évoqué des questions plus juridiques et je crois qu'il faut tenir les différents bouts de la chaîne et à la fois miser sur de nouvelles pratiques de management, de nouvelles pratiques de pleine conscience qui mettent l'accent sur la question personnelle, la question du rapport personnel aux autres et au travail, et en même temps ne pas opposer ça à des questions plus structurelles, plus juridiques. À un moment ou à un autre, la question de la mission de l'entreprise et de la reconnaissance du devoir qu'a l'entreprise de contribuer au bien commun sous différentes formes, je pense que cette question, elle devra aussi être abordée en termes structurels. Merci beaucoup pour vos questions. Je suis désolé, je suis obligé de les arrêter là. Mais je vais vous inviter dans quelques instants à nous rejoindre dans le hall dans lequel il y aura un pot et dans lequel vous pourrez venir contacter les orateurs et moi-même pour pouvoir continuer à poser vos questions. Juste avant de faire ça, j'ai oublié tout à l'heure quelque chose qui a dû passer dans un transparent. Depuis le mois de janvier, nous avons dans une revue en ligne qui s'appelle The Conversation un topic, un thème, un grand thème sur la paix économique. C'est une vraie chance de pouvoir à un moment donné dans un lieu aussi visible présenter les travaux qu'on fait. Je vous encourage à aller voir The Conversation in English dans le texte. Vous tapez The Conversation paix économique et vous avez aujourd'hui, il doit y avoir une quinzaine d'articles de vulgarisation sur différents thèmes sur lesquels nous avançons. Et puisque le temps apparaît à l'autopromotion d'un auteur que je connais bien, au mois de septembre sortira un ouvrage qui va tenter d'aller un petit peu plus loin dans ces questions de définition dont je vous parlais tout à l'heure. Juste avant que vous ne sortiez de la salle, et parce que la dimension collaborative est importante, je voudrais remercier tout un ensemble de personnes. Les premières sans lesquelles ça ne pourrait pas se passer de cette manière-là et qui font un travail énorme depuis plusieurs mois déjà pour que cette conférence puisse avoir lieu sont Cécilia et Vanessa, que je vous demande d'applaudir le plus fort possible. Je remercie tous mes collègues chercheurs de la chaire qui participent activement aux travaux que nous menons. Je remercie bien entendu toutes les entreprises qui sont présentes. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a 12 et ça commence à faire beaucoup et que le temps s'écoule. Je voudrais remercier également au service communication Laurence, Alexandre, Hélène, Thomas, Alexis et Nathalie, au service de la maintenance particulièrement David, à la sécurité Micha, Jaffar et Jean-Charles. Je suis désolé pour vous tous, ça ne représente que des prénoms. Pour tous ceux dont on vient de parler ce soir, ayant travaillé pendant une quinzaine d'années sur des audits du stress au travail, la reconnaissance est certainement un des facteurs les plus critiques. Et j'ai envie vraiment de pouvoir prendre ce temps et de le mâcher tranquillement pour remercier toutes ces personnes. Marie-Claire Pierry aux moyens généraux, Frédéric à la reprographie, au pôle CRM Delphine et Nastasia, Adrien à la DSI, Pascal et Yannick qui sont avec nous pour le son et la lumière, que je vous remercie d'applaudir puisqu'ils sont présents, j'en suis sûr. Nos orateurs, merci beaucoup Bernard, merci beaucoup Ilios pour la qualité de vos prestations. Dominique. Merci à vous tous, et à tout de suite. Vous me laissez encore une minute. Je vous propose Est-ce que je peux avoir une dernière minute? Je t'en prie. Je proposerai simplement pendant une petite minute de constater comment vous êtes assises et assis et où vous êtes assis.
Et la manière la plus simple de le faire, c'est sentir nos fesses et notre dos. Et peut-être le poids de nos mains, la température de nos mains. Vous pourriez garder les yeux ouverts ou les fermer, comme vous voulez. Et portez attention à une chose évidente que nous oublions parfois, c'est le rythme de notre propre respiration. Vérifiez que vous respirez, ne me croyez pas. La sensation de l'inspiration au niveau de l'abdomen ou de la poitrine. La sensation de l'expiration. Et pendant quelques secondes, je nous proposerai d'être attentif autant que possible uniquement à l'abdomen et au mouvement de la respiration. Et si des pensées vous traversent, mais va-t-il encore parler longtemps, vivement qu'on aille au cocktail, est-ce que vous pourriez ramener votre attention à la respiration avec une forme de bienveillance, un peu comme on prendrait un enfant par la main, de revenir à la respiration. Et puis vous ouvrir à l'expérience des sons, écouter les sons qui sont présents, sentir votre visage, vos pieds, vos mains, prendre conscience qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Et je vous souhaite de savourer votre vie dans le cocktail et puis le reste. Merci beaucoup. Merci Dominique.